Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va débriefer l'étape numéro 16 de ce Tour de France 2020. Étape qui a pas été, alors qui a été animée en début de journée puis après ça a été plutôt tranquille. C'était une étape en lendemain de journée de repos. C'est jamais simple une lendemain de journée de repos parce que voilà, on a fait un effort régulier pendant 5 jours, 6 jours et puis on arrête d'un coup. Et le corps a parfois du mal à redémarrer un petit peu la machine. Ça arrive assez souvent. On a vu là par exemple l'abandon de David Gaudu. Des fois en plus on prend froid. Où on tombe malade pendant les journées de repos parce qu'on fait pas toujours gaffe. Enfin voilà, il peut se passer beaucoup de choses sur les journées de repos et donc faut toujours faire extrêmement attention parce que le lendemain de journée de repos, on a parfois des défaillances. Bon là, il s'avère qu'il n'y en a pas eu énormément. Les flops seront assez courts. Il n'y aura pas d'habillage pour ce numéro. C'est le seul numéro où il n'y aura pas d'habillage, mais c'est un problème vraiment de planning, timing. Tout s'enchevêtre au mauvais moment. Étape donc pour Baroudeur parce que le parcours avait le col de porte de deuxième catégorie et puis la montée de Saint-Nizier de Moucherotte qui étaient deux difficultés certes, une de deuxième et une de première catégorie mais qui n'étaient pas extrêmement difficiles. Et en plus, à chaque fois, entre deux difficultés, vous aviez des zones de transition d'une vingtaine de kilomètres, ce qui fait que ça n'intéressait pas vraiment les leaders parce que c'était assez difficile pour faire un écart. On va faire un petit peu le résumé rapide de cette étape. Deux premières heures de course très animées avec beaucoup d'attaques, beaucoup de courants ont voulu partir dans l'échappée parce qu'on savait qu'aujourd'hui ça pourrait aller au bout. Et les directeurs sportifs l'avaient un petit peu prédit, donc on sait que maintenant dans le cyclisme moderne, tout le monde coche à peu près les mêmes étapes. Et donc le problème c'est que vous avez 35-40 coureurs qui veulent au minimum partir dans les échappées et c'est un petit peu compliqué pour qu'il y ait forcément des déçus maintenant dans les échappées, dans ce type d'échappée. C'est des coureurs qui n'arrivent pas à attraper la bonne échappée vu qu'il faut résister à 2 heures de course à plus de 50 km/h. Échappée qui se fera en 3 temps. Vous avez déjà un premier groupe qui avait une bonne dizaine de coureurs avec par exemple Alaphilippe, Barguil, Anacona. Qui en avait d'autres, on avait les Bora, je crois qu'on avait déjà Kemna qui était dans ce groupe là et puis il y a un deuxième groupe qui va se former ensuite derrière, 3 coureurs dont Pierre Rolland et Tige Benoît qui va revenir mais difficilement. Pendant très longtemps ils auront un écart d'1 minute 20 1 minute 15 avec le groupe de tête et puis un troisième groupe qui reviendra encore plus tard parce qu'à un moment l'écart avec le groupe de tête était de 2 minutes. C'est le groupe avec Niévé, Romain Sicard, Nelson Poles. Faut savoir que les gens qui étaient dans le troisième groupe on ne les reverra quasiment pas. Ils arriveront dans l'échappée, mais comme assez vite la course va s'animer, très vite ils auront du mal à suivre le rythme. Déjà dans le groupe Roland Benoît, il n'y en a aucun dans les trois, c'était 2 coureurs de la Sunweb. C'était Casper Pedersen, Roland et Benoît, et il n'y en a aucun des trois qui a fait une course assez incroyable. Roland a quasiment fait la meilleure course des trois. Et puis Roland a pris les points pour le classement de la montagne, où il se retrouve à égalité désormais avec Benoît Cosnefroy avant l'étape de demain, où il y aura le col de la Madeleine enchaîné avec le col de la Lose. Et puis dans la montée de Saint-Nizier, qui était à peu près à 25, le sommet était à 20 km de l'arrivée. Eh bien, Amador du côté d'Ineos, puis Carapaz ont accéléré le rythme. Et puis le problème, c'est que Carapaz, sur la fin de cette montée, vraiment les 600 derniers mètres, et ben Kemna a lancé une attaque, le coureur de la Bora, et bam, il a gagné l'étape, assez largement même au final. On passe au bilan des Bleus rapidement, bilan des Bleus, parce que vous allez voir cette vidéo va être très rapide, mais j'ai pas grand chose à dire sur cette étape. Elle m'a pas passionné énormément, je vais pas vous mentir que c'est pas l'étape où j'ai pris le plus de plaisir. Je commence par les plus. Le plus de cette journée, c'est Vital Concept. Pourquoi ? Parce qu'ils ont animé encore la course. Déjà dans le premier groupe, vous aviez dans la première attaque d'échappée, celle où il y avait Alaphilippe et Barguil, il y avait Quentin Paché. Et puis ensuite, Pierre Rolland a relancé la course avec les Sunweb. Et donc et ensuite il a pris les points du classement de la montagne et je pense que Pierre Rolland en a fait un objectif très clairement de ce classement de la montagne et ça pourrait être très intéressant sur la suite de ce Tour de France parce que Pierre Rolland, on connaît ses capacités en haute montagne, on connaît ses capacités de récupération. Même s'il faudra faire, on sait également que Cosnefroy
n'est pas en forme olympique, il faut très clairement le dire. Depuis les Pyrénées, il a absolument pas récupéré, il est très fatigué. Malgré tout, il faudra faire avec un barème de points au niveau de ce classement de la montagne qui est quand même plus intéressant pour les coureurs qui jouent le général que pour un coureur comme Pierre Rolland qui va devoir partir loin dans les échappées. Même si l'étape 18 va rapporter beaucoup de points, mais il faudra forcément qu'il soit dans cette échappée dans l'étape numéro 18, et puis il va falloir maintenant qu'il soit aidé par des équipiers, hein, Pierre Rolland, pour avoir cet objectif, parce qu'il faut savoir que les arrivées au sommet comptent double. Donc quand c'est une hors catégorie comme le col de la Lauze, ça fait beaucoup de points. Ça fait 40 points le col de la Lauze, et comme il a 3 points d'avance sur Pogacar ou sur Roglic, je ne sais plus lequel des deux, ça risque d'être un petit peu difficile. Le flop de cette journée du côté des Français, j'aurais pu mettre Alaphilippe, mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'Alaphilippe n'est pas dans sa forme, dans une forme olympique depuis le début de ce Tour de France. Je l'avais déjà dit, je ne sais plus si je ne l'avais pas dit au moment du débrief de l'étape numéro 2, je ne sais plus. Mais déjà à ce moment-là, il ne m'avait pas senti si frais que ça. Je l'avais dit avant le Tour de France, de toute manière, je ne le mettais pas parmi les favoris. Ça, j'en suis sûr. Parce que contrairement à l'année d'avant où j'avais dit que c'était un peu du bluff ce qu'il nous avait fait de dire je suis pas en forme, je joue pas le général du Tour de France, là cette année j'ai l'impression que c'est un peu plus la vérité, que c'était un peu plus la vérité avant le début du Tour de France. J'ai la confirmation, non, il est pas au top de sa forme. Là aujourd'hui c'était un parcours qui lui convenait, parce qu'on pouvait faire la différence, les côtes n'étaient pas extrêmement longues non plus, et pourtant il se fait avoir en plus dans un domaine où il est normalement très performant, c'est-à-dire Kemna. L'attaque qu'il a fait, c'est une attaque à Alaphilippe, l'attaque à 600-700 mètres très violente. C'est une attaque qu'il aurait pu faire, mais s'il avait été en forme, on voit à la fin il finit vraiment en roue libre avec Quentin Paché. Et puis il était très énervé à un moment. Quand vous êtes énervé à cause des problèmes mécaniques, c'est souvent dû au fait que vous n'êtes pas au top de votre forme. Quand un rien vous tracasse, normalement c'est que vous n'êtes pas au top dans n'importe quel domaine, que ce soit en Formule 1 ou dans tout. Verstappen par exemple qui se bat avec son moteur, c'est parce qu'il n'est pas au top en ce moment. Et du côté de Alaphilippe, c'était le cas. Du côté d'AG2R, pourquoi déception? Parce que c'est une équipe qui est basée à Chambéry, si vous ne le saviez pas, donc qui normalement essaye toujours d'être dans les échappées, dans ces étapes alpestres, d'animer la course dans les étapes alpestres. En plus, Nance Peters, qui est de l'Isère, connaissait donc parfaitement l'étape, et je pense qu'ils ont eu un briefing très détaillé, peut-être même qu'ils avaient repéré l'étape, parce que comme ils sont à côté, c'est un peu plus facile. Et pourtant, il n'y a aucun coureur dans l'échappée. Quand ça a relancé, on n'a même pas vu Buyarmoz, on n'a pas vu Nance Peters, on n'a pas vu non plus qui aurait pu c'est vrai qu'ils sont plus tant que ça du côté d'AG2R, parce que Pierre Latour on a dégagé, mais même un Oliver Nezen, on ne les a pas vus. Donc ça c'est un peu décevant du côté d'AG2R. Qui avait bien démarré ce Tour de France. La première semaine était super, et puis depuis ça s'est quand même un petit peu dégradé du côté d'AG2R. J'ai l'impression qu'ils ont du mal depuis la chute de Pierre Rolland, de Romain Bardet. Ils ont un peu de mal à retrouver leur forme d'antan, j'ai envie de dire, et que mentalement ça leur a mis un gros coup au moral, et qu'ils ont du mal à se relever du côté d'AG2R. Mais j'ai trouvé ça dommageable qu'il n'ait aucun coureur dans l'échappée. On va passer au coureur au top. Je commence avec Kemna. Kemna qui a été très fort aujourd'hui. Mais comme il avait déjà été très fort sur le Dauphiné, parce que c'est l'une des rares étapes du Dauphiné que j'ai vues, et que j'avais vu 40 km de cette étape avec la montée vers l'Altiport. L'étape qu'il avait remportée, c'était l'étape du samedi, où il avait été très fort dans la montée de l'Altiport. Il avait éliminé ses adversaires, mais un par un, en les asphyxiant. Et là, il a fait. Alors, il n'a pas fait la même chose. Il a suivi en fait Carapaz, et puis il a pris Carapaz à son propre jeu. Quand Carapaz a eu un petit coup de mou, paf, il l'a contré et il lui a mis une misère. Puis derrière, il a quand même des talents au niveau du contre-la-montre, ce petit jeune homme. Donc sur la portion de plat derrière la montée de Saint-Dizier, parce que ça ne redescendait pas, il a fait très mal. Et il avait plus qu'à gérer dans les 400 derniers kilomètres pour remporter facilement cette première victoire sur un grand tour et sur un Tour de France. J'ai même trouvé, je vais vous dire, dommageable que du côté de Bora, on n'ait pas pensé à lui pour un potentiel maillot blanc.
parce que quand on voit la forme qu'il a, puis Marie plus là sur cette étape, on se dit pour le maillot blanc, alors certes il y avait Bernal et Pogacar, mais quand même un top 10 au général, je pense que c'était peut-être possible avec Kemna, plus qu'avec Bourman, vu les sensations qu'avait l'air d'avoir Bourman. Mais on aurait pu le laisser en leader de rechange. Kemna, je trouve ça dommageable que chez Bora on n'y ait pas pensé parce que c'est un coureur qui est très très fort, vice-champion du monde espoir derrière Benoît Cosnefroy, mais il faut rappeler que c'était du côté de la Norvège et c'était sur un parcours qui ne lui convenait absolument pas. C'était un parcours pour puncher avec la fameuse côte du saumon, pour ceux qui s'en souviennent, et Kemna c'est plutôt un grimpeur, enfin un coureur de grand tour, donc réussir à finir deuxième et à résister à l'attaque de Cosnefroy, il fallait le faire, parce que ce jour-là il était en très très grande forme, Cosnefroy, pour ceux qui avaient vu la course. Et c'est vrai que on a vu, il a remporté des contre-la-montre en espoir. Il a aussi voilà, il montre qu'il a beaucoup de talent. Il se révèle cette année, Kemna. Ça fait partie pour le moment pour moi de la révélation un petit peu de ce début de saison, Kemna, et j'attends de voir si plus tard dans la saison on va le mettre sur le Giro ou sur la Vuelta aussi. On va le mettre sur d'autres, sur les classiques par exemple. Ça peut être un coureur intéressant. Je continue avec Carapaz. Carapaz, c'est intéressant pour Ineos d'avoir mis un coureur devant pour essayer d'enrayer cette spirale négative qu'il y avait depuis quelques temps chez Ineos. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au top. Après, il s'est fait vraiment avoir comme un bleu, je dirais. C'est-à-dire de se faire contrer quand on n'a plus d'équipier. Ouais, mais il a été un peu naïf sur le coup, Carapaz, mais il est très très fort. Et c'est vrai que bon, si on l'avait attendu sur une étape de plat où il y a eu des coups de bordure du côté de l'Avor, on aurait peut-être encore une chance de jouer un top 5 ou un top 10 sur ce Tour de France. Et je trouve ça un petit peu dommageable que ce jour-là on l'ait laissé en chasse-patate un peu seul. C'est quand même, enfin, faut quand même pas négliger que Carapaz l'année dernière, il a remporté le Giro quand même, et en n'ayant pas une équipe totalement autour de lui. Donc si on lui avait mis un peu plus de monde, il serait peut-être un peu plus devant. Et puis il faut rappeler également que du côté de Carapaz, il s'est peut-être fait avoir, mais Carapaz normalement il devait pas faire le Tour de France en juillet. Carapaz il devait faire le Giro, et c'était Geraint Thomas qui devait faire le Tour de France. Le problème c'est comme Geraint Thomas a été totalement hors de forme sur le Dauphiné Libéré, et qui voulait pas faire l'équipier d'Egan Bernal parce que les deux s'entendent pas hyper bien. C'est pas une surprise, mais c'est très très dur de gérer les égos, et on voit que Nicolas Portal avait cette force de gérer les égos que n'arrivent pas trop à faire les remplaçants de Nicolas Portal. Et c'est vrai que Carapaz, il s'est retrouvé là sur le Tour de France parce qu'il avait fait un bon début de saison au mois d'août, mais il n'était pas prévu sur le Tour de France du tout. Il s'est retrouvé là un petit peu par hasard. Donc peut-être qu'il n'a pas repéré les étapes, et c'est vrai que là il fallait repérer pour savoir qu'il y avait encore du pourcentage sur la fin de la montée. Je termine avec la Sunweb. Pourquoi ? Parce qu'ils ont relancé la course, et ils animent la course, surtout la Sunweb. Ils n'avaient pas de leader. J'avais un peu peur au début du Tour de France parce que c'était une équipe qui n'avait pas de leader, qui avait pas forcément un très grand sprinter non plus. Niklas Arndt, Chase Ball, c'est un peu limité quand même. Et ils ont quand même remporté une victoire d'étape, et puis on les voit tout le temps à l'avant, que ce soit avec Marc Hirschi, là aujourd'hui avec Nicolas Roche, avec Tige Benoît, qu'on avait un peu moins vu, mais voilà, c'est une équipe offensive, et moi j'aime ça et je voulais le mettre en avant. Du côté des flops, il n'y a pas eu vraiment de flops sur cette étape. J'ai juste mis Quintana, parce que Quintana a perdu 35 secondes aujourd'hui, et que pour un top 10, c'est que même le top 10 commence à s'éloigner pour Quintana, et qu'Arkea Samsic en ce moment c'est un peu la misère, parce que bon, Barguil n'était pas non plus au top de sa forme sur cette étape là. Donc voilà, du côté de Quintana, une journée un peu difficile, où je sais pas s'il était mal placé, parce que comme il n'y avait pas Barguil, normalement c'est Barguil qui est très très bon pour se placer. Déjà avant il était très très bon pour placer les coureurs, parce qu'il a connu ça quand il était dans une équipe néerlandaise qui est devenue la Sunweb, il plaçait les sprints de Kittel ou de Degenkolb à une époque, Barguil. Donc c'est pour ça qu'il a un sens du placement inné, je dirais. Et donc là, c'est vrai que Quintana, est-ce qu'il a démarré avec un temps de retard sur les hommes de devant, et quand ça accélérait, il pouvait pas le faire. Mais quand j'ai vu les images de Quintana, il avait quand même pas l'air au top de sa forme, et il perd quand même 35 secondes sur une arrivée
qui ne faisait que 2 km. Donc perdre 35 secondes en 1,5 km, c'est quand même énorme. Donc il a, je pense, vraiment pas de bonnes jambes. Demain, étape pour leader, faudra la suivre parce que ça sera très difficile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc demain, on fera le débrief de l'étape qui nous emmènera au col de la Lauze. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!